Bonjour, de Dr Bouchy, Olivier, de Nancy, mais je représente plus là au titre de la télémédecine la CPTS du Barrois, de Bar-le-Duc, et dans le cadre du territoire d'innovation en e-santé qui est la Meuse. Donc on a essayé de parer un petit peu à toutes ces dérives de téléconsultation, de réfléchir un petit peu aussi, parce qu'on avait commencé à voir fleurir aussi, ce qui n'a pas trop été évoqué, les pharmacies, qui étaient démarchés par des instituts commerciaux, un petit peu pour mettre des téléconsultations dans les pharmacies, et qui étaient hors champ conventionnel, en fin de compte, et même certaines faisaient de la publicité, donc on a remis les choses. Donc on a réfléchi un petit peu comment mettre en place sur le territoire une solution. On a créé une plateforme de téléconsultation sur notre territoire avec un médecin qui va être rejoint par un deuxième médecin, et dans le cadre des CPTS, avec en fin de compte un accord conjoint, un contrat signé entre la plateforme et les CPTS, les 3 CPTS meusiennes. Et deuxièmement, on a développé aussi des autres lieux de téléconsultation dans les pharmacies, donc de proximité, avec des infirmières libérales dans différents territoires qui étaient un peu en tension démographique. Et donc, on a bien dit que seules les téléconsultations, on a joué avec la caisse d'assurance maladie, seules ces téléconsultations seraient remboursées parce qu'elles rentraient dans le cadre. Et à chaque fois, il y a un renvoi vers le médecin traitant. Le médecin téléconsultant peut renvoyer au médecin traitant, renvoie systématiquement un compte rendu et peut renvoyer s'il a besoin d'une... Et ça permet aussi aux médecins installés, quand l'un part en vacances ou quand il y a des problèmes de tension, même dans les MSP, de pouvoir lui renvoyer des téléconsultations pour éviter, pour des soins non programmés, qu'ils aillent aux urgences. Voilà, c'était un témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de... Il m'apparaît que c'est complètement en phase finalement avec ce qui a été évoqué par les orateurs, avec des critères qui garantissent le déploiement, mais également aussi la qualité du soin, y compris dans la traçabilité, dans le flux et le retour vers le médecin traitant. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, bonjour, Dr Achal Yassine, médecin généraliste en Haute-Savoie. Merci pour le témoignage, parce qu'effectivement, pareil, on essaye de mettre en place avec la CPTS des téléconsultations qui soient cadrées, mais vous connaissez forcément une ou deux des plateformes qui sont facilement accessibles. Et moi, j'ai un réel problème avec des prescriptions d'antibiotiques sur des simples pharyngites ou tout, et je ne sais pas si le conseil ordinal est informé de ça. Ça, c'est une expérience personnelle, hein, mais c'est un peu fatigant. Je suis content quand mes patients ne finissent pas aux urgences parce qu'ils n'ont pas accès aux médecins traitants, mais qui finissent sous antibiotiques systématiquement, quasiment. J'ai partagé avec mes collègues, et pareil, ils vivent la même expérience. Est-ce que quelqu'un avant de Cédric? Merci de votre retour. Je pense que beaucoup de personnes ici, en tout cas, se posent les mêmes questions que celles que vous évoquez. C'était sûrement une des raisons pour lesquelles j'ai choisi dans ma présentation de faire un focus sur ce sujet-là, en sachant que les conclusions des études ne sont pas concordantes systématiquement. J'ai présenté une revue systématique qui permet à un moment de donner un message un peu définitif, mais on voit bien que la réalité suivant les pathologies, etc., n'est pas la même. Et pour autant, la tendance qu'on percevrait quand on est clinicien et qu'on reçoit des fois après coup un de nos patients qui a consulté en téléconsultation, on la retrouve quand même effectivement dans la littérature. Donc ce n'est pas que représentation de terrain. Je voulais compléter, merci. On a forcément beaucoup lu avant de préparer cette plénière, donc tout ce qu'on a lu n'est pas retranscrit dans ce qu'on a présenté, mais c'est difficile parce qu'on a peu de données sur déjà les téléconsultations et ce qui en sort en général, mais du coup on a encore moins de données, la possibilité de comparer ce qui sort réalisé par les plateformes plutôt à visée commerciale que dans des expérimentations tout à fait ancrées dans le territoire et pensées par des généralistes ou autres professionnels de santé. Mais pour avoir écouté et lu un responsable d'une plateforme commerciale très exactement hier soir, voilà, dans son discours et son approche de comment développer sa plateforme, il avait cité deux choses. J'ouvre les guillemets, on réfléchissait à une stratégie pour comment acquérir des patients. Voilà, c'était le mot acquérir qu'il avait choisi, et puis il réfléchissait aussi à comment fidéliser les patients. Et c'est vrai que
quand la logique est comme ça, on peut en tout cas faire l'hypothèse de recherche que ça ne va pas forcément suivre toujours en qualité des soins si l'objectif est commercial. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de données pour appuyer ce qui est de l'ordre de l'hypothèse, mais je pense que tous cliniciens, on a envie de mettre le patient au centre du dispositif et d'assurer du coup une qualité, sécurité des soins maximale. Oui, je pense que ça va vers une forme de médecine défensive et peut-être Didier Charles pourrait réagir sur ce type de pratique-là. Alors disons que cette diapositive ne m'a pas surpris, celle que vous avez diffusée, comme quoi il y avait une majoration a priori de la prescription d'antibiotiques, puisque l'ensemble de la population a une vision plutôt positive, au point que l'assurance maladie s'est sentie obligée d'avoir carrément des slogans pour rappeler le bon usage des antibiotiques. Donc indépendamment de l'aspect de santé publique, il est évident que chacun, et peut-être pas seulement en téléconsultation, vous subissez une certaine pression de la part des patients qui vont avoir tendance à solliciter lourdement la prescription d'antibiotiques. Et peut-être qu'il est plus difficile, sûrement même, de l'autre côté d'un écran, d'expliquer, de passer du temps pour expliquer effectivement le bon usage de cet antibiotique que de le prescrire lui-même. Ce n'est pas surprenant en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question? À moi? Oui. Bonjour, Jean-Laurent Thébault, donc médecin généraliste à Paris. Moi, j'aurais une question que je résumerai par à quoi ça sert la téléconsultation? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des circonstances, donc là, vous ne l'avez pas montré dans les résultats, mais peut-être que vous avez quelques données en tête, où la téléconsultation apporte un bénéfice par rapport à la consultation, ou en tout cas dans le parcours de soins du patient. Parce qu'en fait, dans tout ce que vous avez montré, on voit tous les garde-fous qui permettent de dire que la téléconsultation ne va pas faire moins bien que la consultation. Mais au fond, pourquoi en faire si, avec beaucoup de précautions, on peut arriver à faire pas moins bien? Et est-ce qu'il y a des moments où ça peut être un bénéfice dans le parcours de soins du patient? Alors, mes collègues auront sans doute des éléments de réponse à t'apporter. Merci Jean-Laurent pour ta question. Alors, plusieurs choses. Il y a eu des communications où j'avais présenté l'étude Télémède mercredi. Il y avait une excellente question aussi qui avait été posée, qui était un peu semblable à la tienne. On avait présenté l'avis des patients et des médecins sur, à votre avis, est-ce que si après cette téléconsultation, si cette téléconsultation avait été faite en consultation présentielle, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été mieux faite ou aurait apporté des choses en plus? Et les patients, globalement, étaient dit non, je pense que ça a répondu à mes besoins et à ce que je voulais. Et les médecins étaient plus nuancés en disant non, je pense que si la consultation avait été présentielle, elle aurait apporté plus de choses. Et une question avait été posée dans l'assistance de y a-t-il des moments où en fait, finalement, la téléconsultation ferait mieux? Ce qui avait été apporté par des études présentées, qui étaient plutôt des études qualitatives, donc dans la session d'il y a 2 jours, c'est qu'il y a certains patients, notamment dans l'ordre du suivi en psychothérapie, chez qui en fait ça peut en amener certains aux soins, parce que la démarche, quand on ne va pas bien, d'être chez soi et du coup de faire appel à un médecin, de décrocher son téléphone, de venir en salle d'attente et de consulter est parfois trop compliqué et que c'est peut-être un peu plus facile pour certains derrière une caméra. Mais on voit bien que et c'est là où l'a montré Cédric dans ses diapos, une téléconsultation qui finalement ne nécessite pas d'examen clinique. Donc ça, c'est une part des choses. Et je l'ai un peu dit sur le suivi des malades chroniques ou multimorbides. Peut-être que chez certains, cette notion de fardeau lié aux soins pourrait être diminuée pour une consultation dans l'année qui serait faite en téléconsultation à la place d'une consultation, parce qu'on n'a pas forcément besoin ce jour-là d'un examen clinique. Mais après, je te rejoins finalement. Ces situations... Et je voulais aussi rebondir sur le côté, on entend beaucoup, et en tout cas on nous vante beaucoup le mérite de la téléconsultation pour soigner tout le problème de la démographie médicale qu'on a. Et je ne sais pas vous, mais moi, mon planning, il est plein. Donc si je fais une téléconsultation, je ne consulte pas. Je suis pleine en 3 semaines. Donc je pense sauf si on a un pool de médecins généralistes cachés que je ne connais pas, en pyjama dans son salon, qui ne faisait rien jusque-là et qui d'un coup fait de la téléconsultation dans les territoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et finalement avec peu de données. Mais en tout cas, les 2 éléments que j'ai, c'est
c'est ça que j'ai vu dans la littérature, des suivis plutôt en psychothérapie et peut-être chez des patients très multimorbides, une diminution du fardeau lié aux soins, mais pas beaucoup de données sur, en effet, on fait mieux parce qu'il nous manque un truc quand même qui est l'examen clinique. Je ne sais pas si tu veux compléter, Cédric. Peut-être en cours, mais nous, on a une approche centrée patient, centrée santé. La littérature, je présentais des publications faites par des acteurs du monde de la télémédecine. Eux, leur variable de jugement, c'est pas ça. Ils mettent en avant les gens se déplacent moins, c'est une approche économique, c'est moins d'essence, c'est moins de parking à construire, c'est moins de bâtiments, c'est moins de chauffage, l'énergie ça coûte cher, l'électricité ça coûte cher, il y a moins de personnel sur place pour laver les locaux. Il y a une approche comme ça qui dépasse la santé des patients, qui est quand même largement mise en avant, et une approche vraiment du système de soins. Il y a les variables qui étaient choisies par certains acteurs, c'est vraiment l'accessibilité pour des territoires où l'accessibilité aux médecins est difficile. Merci. Une autre question à gauche. Bonjour, Mathieu Delméda, je suis interne en région parisienne. J'ai bien retenu que vous aviez montré un défaut de concordance entre les diagnostics posés en téléconsultation et en consultation physique. Et j'ai aussi souvenir dans une autre présentation que certaines sociétés savantes comme la SPILF ne recommandaient pas la prescription d'antibiotiques lors de téléconsultation. Et donc ma question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait envisager ou est-ce qu'il serait intéressant de marquer sur les ordonnances établies en téléconsultation une mention « Cette ordonnance est établie lors d'une téléconsultation ». Je ne sais pas dans quel sens cette proposition est faite. Dans une perspective individuelle, s'agissant du patient, ce serait lui spécifier qu'on s'est peut-être raté. Du coup, il faudrait se tourner vers l'assureur en lui demandant jusqu'où il est important de spécifier que la marge d'erreur est un peu plus grande. Non, de façon, je ne sais pas dans quel sens vous l'envisagez. Probablement qu'en tout cas, il y a des travaux à faire, plutôt en utilisant le SNDS, des choses comme ça, pour documenter la disparité des pratiques et conclure de façon plus générale. Mais dans une perspective individuelle, j'avoue que j'en vois pas forcément l'aboutissement. Qu'est-ce que vous en attendez? Oui, pour favoriser le double contrôle, supposer que le pharmacien ait un œil un petit peu plus critique envers la prescription que si elle venait du médecin traitant. Ah, attention, je veux pas. C'est une hypothèse. Je pense que, en effet, là, je fais le lien avec la question du docteur Thébault. Je pense que quand on commence à faire des contorsions comme ça, on peut se poser la question, mais pourquoi, si on a tant de doutes, alors qu'on peut, il suffit, si on a la possibilité de faire une consultation présentielle pour lever le doute, pourquoi on se l'interdit, quoi. Mais bon, Merci. C'est pas possible dans certains cas. Question à droite. Attention, effectivement, la téléconsultation, normalement, c'est votre choix juridiquement. Ça n'a rien à voir avec l'appel du patient qui vous dérange en plein milieu de votre consultation et pour lesquels, en 3 minutes, vous essayez d'avoir une vision et une démarche adaptée. Là, c'est votre choix, c'est votre demande, c'est votre organisation. Donc, vous ne pouvez pas, d'un côté, avoir la maîtrise, je dirais, de tout cet aspect-là, et ensuite de le fragiliser, entre guillemets, en mettant, en gros, c'est une téléconsultation. Non, ça n'est pas pour l'instant, en tout cas, conforme au fonctionnement juridique. Ça n'a rien à voir avec un appel d'un patient qui n'était pas forcément souhaité à un moment quelconque, quel que soit le caractère urgent ou non urgent. Merci. Oui, bonjour, Alain Maréchal, Vendôme. J'ai 2 petites questions courtes. Une première un peu provoque. Est-ce que les pharmacies sont considérées comme des locaux commerciaux, sachant qu'on voit beaucoup de pharmacies implantées dans des grands centres commerciaux, galeries marchandes et centres commerciaux? Et la deuxième question, c'est est-ce que dans vos recherches, vous avez une notion de la place du gut feeling dans les téléconsultations? C'est pas une question à laquelle je vais pouvoir répondre. Non, je ne l'ai pas vu passer. Je comprends le sous-jacent qui consiste à penser que c'est plus difficile de mobiliser le gut feeling quand on est particulièrement face à un patient qu'on ne connaîtrait pas, et même quand c'est un de nos patients, avec quand même un environnement de soins qui est beaucoup moins maîtrisé. S'agissant des pharmacies, je pense que ça parle de l'environnement des CPTS et des recommandations ordinales, etc. Dès lors qu'il y a un travail d'enquête à mener, je pense que c'est par ce biais-là qu'un certain nombre de pharmacies vont finalement accueillir des cabines de téléconsultation. Ce sont probablement des lieux de soins plus reconnus. Et aujourd'hui, les professionnels de santé, que sont les pharmaciens, sont quand même reconnus comme des professionnels de santé et pas explicitement et strictement comme des commerçants. Donc, après, effectivement, on sait bien combien
Nous, on se sent un peu plus loin, proche du soin et un peu plus loin du commerce, comparativement à des collègues que des fois on ne connaît peut-être pas non plus complètement. Une question à gauche et une dernière question à droite après. Et oui, je voulais juste compléter sur le gut feeling. Quand on lit la littérature sur le gut feeling, en fait, c'est pas... Enfin, évidemment que ce n'est pas un sixième sens qu'on a dans notre tête, mystérieux, qui nous fait faire des diagnostics brillants comme ça, par magie. Le gut feeling, c'est en fait la façon inconsciente qu'on a d'analyser des signaux qui nous arrivent. Et les signaux qui nous arrivent, on n'en est pas forcément conscient, mais c'est tout le temps. Le patient, il est dans la salle d'attente, on le voit, on ouvre la porte, on le voit, on lui serre la main, enfin j'espère qu'on lui resserrera bientôt la main. On sent qu'il ne nous serre pas la main comme la dernière fois, ou que sa main est froide, ou que sa main est chaude. En fait, ça commence dès la prise de rendez-vous, et tout ça, ça participe à notre diagnostic. Et donc, le gut feeling, c'est ça, c'est en fait l'analyse inconsciente, ou consciente parfois, de signaux indirects. Et ces signaux sont souvent justement sur tout le tour. Le patient nous parle et on a tout le tour. Et donc, je n'ai pas lu de papier qui comparait gut feeling, mais je me risque à penser qu'on connaît peut-être la réponse sur la qualité du gut feeling en téléconsultation, qui par essence est dans un carré, par essence. C'est ce que je disais dans le poème, évidemment, qui était provoque dans votre sens, de dire je ne sens pas, voilà, il me manque plein de choses. Donc, sans doute que je l'ai moins. Merci. Une question à gauche et une dernière question à droite. On a peut-être en fait une partie de ce gut feeling dans l'histoire des 20% des gens qu'on réadresse. C'est-à-dire que certains, on doit manquer d'informations objectivement, puis des fois, on doit juste pas se sentir très à l'aise, repérer en fait des signes d'alerte qui ne rentrent pas dans le spectre, une forme d'incohérence du tableau clinique qui nous amène à adresser. Bonjour, Élodie Martel, installée dans le Nord. Moi, je suis confrontée en tant que présidente de la CPTS aux injonctions de la CPAM qui nous demandent d'assurer la promotion de la télémédecine et de toutes les composantes de la télémédecine. Et j'ai l'impression que jamais on nous parle de qualité de la télémédecine. Et donc, ça fait plaisir d'avoir des interventions comme les vôtres, parce que j'entends les confrères dans certaines CPTS qui ont réussi à faire des organisations adaptées parce qu'il y avait peut-être une demande sur leur territoire. Moi, c'est une petite CPTS rurale. À ce jour, c'est pas le sujet qui les concerne, mais on a ces injonctions de la CPAM qui nous demandent de répondre à des indicateurs obligatoires et sans parler de qualité. Donc merci beaucoup et j'espère que la CPAM vous rejoindra dans la qualité de la télémédecine. Merci pour ce retour. Serge. Oui, bonjour, Serge Gilberg. Deux choses. D'abord, sur la prescription d'antibiotiques, je voulais quand même préciser que le Collège de la médecine générale et le CNP de pédiatrie, nous avions élaboré des recommandations pour l'encadrement de la prescription d'antibiotiques en téléconsultation, que la Direction générale de la santé l'a mis sur son site, que Santé publique France l'a diffusé, et qu'on a eu d'ailleurs une réunion avec la Direction générale de la santé il y a 2 jours, où il disait on est un peu impuissant pour le faire respecter, on a besoin d'études, on a besoin de niveau de preuve. Donc ça rejoint ce que vous dites. Mais le cadre, et dans le cadre de l'enseignement en particulier, vous pouvez vous y référer, parce que les situations qui permettent la prescription d'antibiotiques sont extrêmement cadrées. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était par rapport un peu à la question que Jean-Laurent a posée, à quoi sert la téléconsultation, ou ce que Stéphanie a abordé sur la sémiologie nouvelle sur laquelle il faut faire des recherches, et je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, il y a un paradigme fondamental peut-être que vous n'avez pas abordé, c'est que c'est aussi une évolution de conception de ce que peut être la médecine générale, qui ne serait qu'une réponse à la plainte. Et c'est ce qu'on voit, sans aucune polémique, avec certains centres de consultation de premier recours, même en physique, de soins non programmés, et aussi la téléconsultation, et aussi le fait de confier aux pharmaciens certaines missions, qui serait qu'en fait, finalement, une plainte, c'est très simple, une plainte apporte une réponse plutôt standardisée, alors que nous savons que derrière une plainte, il y a des plaintes cachées, qu'on tire le fil, qu'on va faire le lien, et qu'on va profiter aussi des opportunités de consultation pour faire plein d'autres choses en médecine générale. Donc c'est assez antinomique avec ce que nous pensons être la médecine générale, et au-delà de recherche sur finalement les outils, à quoi ça sert, certes, ça peut être une réponse ponctuelle à l'absence de contact avec un professionnel, et on a dit une forme de régulation à un moment donné, mais il y a un débat de fond auquel vous allez être confrontés dans les années qui viennent sur l'avenir de la médecine générale entre telle qu'on la conçoit et ceux qui voudraient que la médecine générale soit une simple réponse à des simples plaintes.
Merci Serge. Pour appuyer tes propos par des données, ça fait toujours genre sérieux de mettre des données pour appuyer les propos, mais parce qu'on voit qu'il y a des injonctions sorties de on ne sait pas où. Je vais citer, j'aurais dû la mettre dans mon diaporama, mais le temps m'était compté, une étude dirigée par le docteur Thébault, mais promis, ce n'était pas un truc organisé entre nous de vous la citer là, qui a dirigé une thèse, j'espère qu'il va la valoriser et la publier, où avec son interne, ils ont tiré au sort dans des dossiers médicaux de médecins généralistes des téléconsultations et des consultations, et ils ont analysé le nombre de sujets abordés, recodés en CISP. Et alors, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était à peu près, je crois, 134 versus 131 consultations versus téléconsultations analysées. Et je crois, mais peut-être que tu sais mieux que moi, 2,8 sujets abordés en consultation et 1,9, je crois, un truc comme ça, il me dit oui, sujets abordés en téléconsultation. Et la différence était statistiquement significative. Et c'est tout ce que tu dis, c'est-à-dire que le patient, il arrive avec sa plainte, on gère la plainte, mais on ne gère pas que la plainte. Et notre métier, c'est ça. Enfin, il me semble. Et la question, c'est est-ce qu'on veut continuer que notre métier soit ça et qu'en gérant 2,8 sujets, probablement qu'on a fait de la prévention, probablement qu'on a eu plus le temps d'aller voir ce qui était le motif caché. Ce qui manque dans le travail, évidemment, c'est que comme c'était des revues de dossiers, on n'avait pas la notion qui est probablement et peut-être le facteur de confusion qui explique le résultat, à savoir le temps passé. Mais même si c'est un facteur de confusion, c'est-à-dire que même si les téléconsultations ont duré 2 fois moins de temps, ça interroge. Du coup, peu importe qu'en fait que ce soit la raison, au final, pour une téléconsultation valorisée de la même façon qu'une consultation, sans lancer le débat de la tarification à l'acte, en tout cas, il y a 2,8 versus 1,9 sujets abordés. Voilà, donc c'était un très joli travail et qui appuie un petit peu ce que tu dis. Une dernière réaction de Cédric. Peut-être pour dire un peu différemment, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on se fasse confiance. Qu'on se fasse confiance dans le sens où, effectivement, on a tous ces appréhensions liées à des organismes énormes qui nous font peur et qui sont portés par des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Après, la réalité, c'est quand même que c'est 3% de nos patients par mois qui consultent comme ça, c'est 5% sur une année, mais ce n'est pas beaucoup. C'est qu'effectivement, on fait 95-97% de notre activité en présentiel. C'est que les gens qui ont recours, c'est plutôt des jeunes, qui sûrement correspondent pour une part plus à des consultations, en tout cas celles qu'on sélectionne parmi ces jeunes, c'est peut-être celles qui relèvent de consultations appropriées et qui relèvent effectivement d'une plainte, une réponse. Bon, peut-être, moi je l'ai entendu dans les propos de l'assureur, c'est soyons responsables aussi, endossons cette responsabilité qui est celle de dire oui, c'est adapté pour faire la téléconsultation, et sûrement que de temps en temps c'est possible, et en même temps, à ce jour, ça reste quand même pas non plus la grande majorité de nos consultations, et heureusement. Je vous propose de conclure cette plénière. Je remercie encore les orateurs, l'oratrice, les participants dans la salle.